Avant le début de la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser vos impressions dans les commentaires. Quand je repense à la manière dont ma vie s'est effondrée il y a 5 ans, j'ai l'impression d'entendre encore l'écho du claquement de la porte derrière lui, cet instant précis où j'ai compris que j'avais tout perdu. Ma maison familiale, mon petit commerce transmis par ma mère, mes économies, mes illusions. Mon mari m'avait laissé avec une signature implacable sur des documents que je n'avais pas pris le temps de lire, parce que je croyais encore à la loyauté, à la confiance, au lien du mariage. Il m'avait dépouillé avec une précision chirurgicale, comme si j'étais une étrangère encombrante dont il fallait se débarrasser pour mieux respirer. Je me souviens d'être restée immobile dans la pièce vide, le souffle court, incapable de comprendre comment l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années pouvait orchestrer une trahison aussi froide. Pendant plusieurs semaines, je n'étais que l'ombre de moi-même, survivant à peine, gagnée par une fatigue qui n'était pas physique mais existentielle, comme si chaque battement de cœur était une lutte contre une force qui voulait me dissoudre. Lorsque j'ai finalement trouvé un travail précaire dans un petit café à l'autre bout de la ville, je n'avais plus rien d'autre que mes mains et ma rage silencieuse. J'essayais de ne pas penser, de me contenter de servir des clients sans regarder leur visage, de nettoyer des tables, de compter des pièces. Mais chaque soir, en rentrant dans la minuscule chambre que j'avais louée, je ressentais le même feu dans ma poitrine, un feu qui brûlait sans jamais se consumer. Ce n'était pas le désir de récupérer ce qu'il m'avait volé, mais celui de me reconstruire pour mieux écraser l'image qu'il avait voulu laisser de moi, une faible, une naïve, une femme incapable de survivre sans lui. Je me répétais que je n'avais pas été brisée, j'avais été forcée à renaître. Le premier tournant est venu lorsqu'une cliente régulière m'a parlé de son besoin urgent d'une assistante comptable dans une petite entreprise locale. Je n'avais ni diplôme récent ni recommandation, mais j'avais la détermination d'une personne qui n'a plus rien à perdre. J'ai accepté un poste qui semblait insignifiant aux yeux des autres, mais qui fut pour moi le premier pas vers une reconstruction méthodique. Très vite, j'ai compris que j'avais un talent particulier pour organiser, optimiser, repérer ce que les autres ne voyaient pas. Je travaillais tard, j'apprenais seule, je suivais des cours en ligne pendant mes nuits, je sacrifiais tout ce qui pouvait ralentir mon ascension. Je n'avais ni distraction, ni attachement, ni confiance à offrir. Ma seule compagne était ma discipline impitoyable. 1 an plus tard, j'ai quitté ce poste pour démarrer ma propre activité de gestion et de restructuration de petites entreprises. J'avais vu tant de patrons noyés dans leurs propres chiffres que je savais exactement comment offrir des solutions concrètes. Au début, je n'avais qu'un ordinateur d'occasion, un vieux téléphone et une énergie presque féroce. Je me suis battue pour chaque contrat, pour chaque client, pour chaque recommandation. Je me suis imposée dans un monde où personne ne m'attendait, en particulier pas une femme qui avait été dépouillée comme une proie facile. Je me levais à 5 heures, je travaillais jusqu'à minuit, et je gardais toujours en tête une phrase qui guidait mes pas. Personne ne me fera plus jamais tomber sans que je sois capable de me relever plus haut encore. La 2e année fut celle de l'expansion. Mon petit service s'était transformé en une structure reconnue, et les entreprises venaient à moi pour sauver leurs finances. Je recrutais, j'investissais, j'apprenais à lire les failles humaines aussi bien que les failles comptables. J'avais développé un instinct aiguisé, né de la trahison, qui me permettait de distinguer immédiatement les intentions d'une personne. Je ne laissais jamais personne approcher trop près. Je souriais, je collaborais, je concluais des contrats, mais mon cœur était devenu une forteresse glacée. Je ne voulais plus aimer, ni faire confiance, uniquement bâtir et avancer. À ce stade, j'avais déjà gagné plus d'argent que tout ce que j'avais perdu, mais je ne ressentais aucune satisfaction. Seulement une montée progressive de ce calme étrange qui précède les grandes tempêtes. La 3e année, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et dans les entreprises défaillantes que je restructurais ensuite. Mon nom circulait dans plusieurs cercles d'affaires, souvent avec admiration, parfois avec crainte. On me décrivait comme une femme inébranlable, ambitieuse, presque implacable. Je laissais ces mots vivre leur vie, sachant qu'ils n'étaient que l'ombre d'un moteur bien plus sombre. La vengeance qui mûrissait lentement, patiemment, silencieusement. Je ne voulais pas simplement réussir. Je voulais que mon succès devienne un miroir tendu à celui qui m'avait trahi, un miroir où il verrait ce qu'il avait tenté de détruire et qu'il avait finalement contribué à renforcer. La 4e année, j'ai ouvert mon propre siège, un bâtiment moderne, vitré, lumineux,
conçu comme un manifeste de résilience. Je me souviens du premier jour où je me suis tenue dans mon bureau, dominant la ville, avec cette sensation de puissance froide qui envahissait mes veines. J'avais gravi chaque marche seule, sans aide, sans soutien, uniquement grâce à la force que la douleur m'avait donnée. Je savais qu'il ne me restait plus qu'une étape avant de fermer définitivement le cercle. La 5e année, ce fut celle où il réapparut dans ma vie. Je n'ai pas eu besoin de le chercher. La vie, dans sa logique presque ironique, l'a placé sur mon chemin au moment précis où j'étais au sommet. Je l'ai vu entrer dans une conférence professionnelle où j'étais invitée comme consultante principale. Il ne m'a pas reconnue immédiatement, ou peut-être qu'il n'a pas voulu y croire. Lui, celui qui m'avait laissé sans rien, celui qui avait récupéré mon héritage et mon commerce, celui qui m'avait regardé s'effondrer sans un frémissement de culpabilité, se retrouvait maintenant assis dans le public, à écouter sans savoir que la femme sur scène était celle qu'il avait jetée comme un poids mort. Et ce moment-là, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi, non pas une faiblesse, mais une lucidité glaciale. J'ai compris que ma vengeance allait pouvoir commencer, non pas dans la colère, non pas dans le tumulte, mais dans une maîtrise totale de ma nouvelle puissance. J'étais devenu tout ce qu'il avait tenté de m'empêcher d'être. Et désormais, c'était à mon tour de décider de son destin, avec la même précision calculée qu'il avait utilisée pour détruire le mien. Et ce n'était que le début. Le soir même où je l'ai revu, je suis rentré dans mon bureau désert, éclairé seulement par les lumières de la ville qui se reflétaient sur les vitres. Je me suis assise devant la baie vitrée, immobile, en laissant la réalité s'infuser en moi comme un poison familier. Pendant des années, son absence avait été le fantôme qui hantait mes nuits. Désormais, sa présence inattendue devenait l'étincelle qui ravivait une détermination que je croyais déjà à son maximum. Je savais que si la vie m'avait offert cette scène, ce n'était pas pour la contempler en silence, mais pour agir avec une précision que seule la souffrance longuement digérée peut offrir. Je ne ressentais ni peur, ni excitation, seulement un calme absolu, presque clinique, celui d'une femme qui sait exactement ce qu'elle va faire de l'ombre qui vient de réapparaître. Au fil des jours, je me suis renseignée discrètement sur lui, non pas avec l'émotion d'autrefois, mais avec la froideur d'un stratège. J'ai appris qu'après m'avoir dépouillé, il avait prospéré pendant un moment, vivant sur les restes de ma famille, contrôlant mon ancien commerce, dépensant l'héritage qu'il avait arraché comme un trophée immérité. Mais sa réussite n'avait pas duré. Il avait fait de mauvais investissements, avait fait confiance aux mauvaises personnes, et son affaire avait lentement commencé à s'effondrer. À présent, il était endetté, isolé, vulnérable. Le genre d'homme qui cherchait désespérément un partenariat, une opportunité, un nouveau souffle. Il était exactement dans la position où je l'avais été jadis, à genoux, même s'il s'efforçait de cacher sa chute. Je n'ai pas ressenti de plaisir en découvrant tout cela. La vengeance n'était pas une joie pour moi, mais une logique qui s'imposait, une nécessité qui me poussait à fermer le cercle pour pouvoir avancer. Je ne voulais pas l'écraser d'un coup brusque, je voulais qu'il comprenne, lentement, avec une lucidité qui ne laisserait aucune place au doute. Je voulais que chaque étape de sa déchéance soit éclairée par la lumière de ma réussite, que son propre passé le rattrape sans qu'il puisse détourner les yeux. Je ne cherchais pas son pardon, ni sa souffrance gratuite. Je cherchais la vérité nue, celle où l'on est confronté à ses propres actes, où l'on est forcé de regarder ce que l'on a détruit et ce que l'autre a reconstruit sans vous. Lors de notre deuxième rencontre, totalement orchestrée par mes soins, il n'a toujours pas compris qui j'étais. J'avais changé physiquement, professionnellement, socialement. J'étais devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé, quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé voir gravir de telle hauteur. Je me suis simplement contenté de l'observer discrètement, de noter ses gestes, son regard affaibli, sa manière de s'accrocher aux discussions comme un naufragé. Ce n'était pas l'homme sûr de lui que j'avais autrefois connu. C'était un survivant, fatigué, arrogant encore par réflexe, mais profondément fissuré. En le regardant, je n'ai pas senti de compassion. Seulement une certitude, la vie l'avait déjà puni, mais pas encore à la hauteur de ce qu'il avait construit sur ma ruine. Je me suis mise à préparer un plan précis, étape par étape. Je connaissais mieux que quiconque ses faiblesses, ses désirs, ses illusions. Je savais comment attirer son attention sans révéler mon identité. Je savais comment lui offrir exactement ce qu'il cherchait, une opportunité.
Un investissement. Une main tendue qu'il croirait salutaire. Je n'offrirais pas la mienne avec la douceur d'antan, mais avec la maîtrise d'une femme qui avait tout bâti de ses propres mains. Je voulais qu'il entre lui-même dans le piège, qu'il y voie un avenir alors qu'il ne s'agissait que d'un retour vers la vérité qu'il avait voulu fuir. Les semaines suivantes furent un balai calculé. Je me suis rapproché de certains de ses contacts professionnels, j'ai étudié ses dettes, ses erreurs, ses projets avortés. J'ai soutenu discrètement des entrepreneurs qu'il avait trahis dans le passé, en leur offrant de nouvelles opportunités, créant ainsi un réseau de personnes qui, sans me connaître réellement, étaient prêtes à m'écouter et à me suivre. J'organisais tout comme un échiquier géant, où chaque pièce devait être placée avec précision. Je n'étais plus cette femme naïve et confiante, j'étais devenue une architecte de conséquences. Puis vint le jour où, inévitablement, nos chemins se croisèrent à nouveau dans un cadre professionnel plus intime, une réunion privée où il présentait son projet à un groupe d'investisseurs potentiels que j'avais moi-même réuni. Il ignorait encore que j'étais la figure centrale de ce cercle, celle qui décidait silencieusement du destin de chacun des participants. Il parlait avec une assurance fabriquée, exposant des chiffres instables, des projections irréalistes, essayant de masquer les fissures de son entreprise comme il avait masqué jadis les siennes. Je l'ai observé longuement, avec ce détachement que seuls ceux qui ont déjà survécu à l'enfer peuvent se permettre. Je savais déjà que son projet était voué à l'échec, mais je voulais qu'il s'accroche à l'idée qu'il pouvait être sauvé. La vengeance est plus tranchante quand elle est précédée d'un espoir éphémère. À la fin de la réunion, l'un des investisseurs m'a demandé mon avis. C'était le moment que j'attendais, non pas pour révéler qui j'étais, mais pour orienter le destin. J'ai donné une analyse technique, froide, précise, déstructurant son projet point par point, mais avec une apparente objectivité professionnelle. Je voyais dans son regard une lueur d'incompréhension, comme s'il ne comprenait pas pourquoi son rêve venait de se fissurer sous mes mots. Pourtant, il ne me reconnaissait pas. J'étais devenue une autre, une version de moi qu'il n'avait jamais connue, et qu'il avait contribué malgré lui à créer. Les jours suivants, il m'a contacté pour demander un rendez-vous personnel. Il cherchait désespérément à sauver son entreprise, persuadé que je pouvais être la clé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'il ressente l'urgence, la vulnérabilité, la même sensation que j'avais connue lorsque je cherchais de l'aide il y a 5 ans et qu'il m'avait laissé tomber. Je voulais qu'il comprenne, même sans savoir, que le monde dans lequel il évoluait désormais n'était plus celui où il avait le pouvoir de tout détruire sans conséquence. Lorsque j'ai finalement accepté un entretien, je l'ai rencontré dans mon bureau, celui-là même où j'avais autrefois juré silencieusement que personne ne me ferait plus chuter. Lorsqu'il est entré, j'ai observé son regard parcourir l'espace, mes tableaux, mes dossiers, mes réussites s'afficher avec sobriété. Il tentait de cacher son trouble, mais son corps parlait pour lui, ses épaules affaissées, ses mains légèrement tremblantes, son sourire crispé. Il cherchait dans mon regard une trace d'humanité, peut-être une ouverture, un espoir. Je ne lui ai offert que la neutralité professionnelle. Je voulais qu'il avance à l'aveugle, incapable de voir que chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la vérité. Je l'ai laissé s'exprimer longuement sur ses ambitions, ses regrets, ses projets. Je l'écoutais en silence, non pas pour comprendre, mais pour mesurer jusqu'où il était prêt à aller. À aucun moment il n'a mentionné son passé, ni moi, ni ce qu'il avait fait. Il parlait comme un homme qui cherche à se reconstruire sans assumer les ruines qu'il a laissées derrière lui. Je savais que la 3e partie de ma vengeance ne devait pas être brutale. Elle devait être limpide, irréfutable, inoubliable. Au bout de la 2e heure de rendez-vous, j'ai compris que le moment approchait. Il s'apprêtait à me demander un partenariat officiel, convaincu que j'étais sa dernière chance. Il ne se doutait pas qu'en réalité, il venait de mettre un pied dans la dernière étape de son propre effondrement. Et moi, après 5 ans de silence, de reconstruction et de métamorphose, j'étais enfin prête à lui tendre le miroir de ses actes. Il y a un moment dans chaque histoire de ruine et de renaissance où les rôles basculent silencieusement, où celui qui dominait autrefois se retrouve à supplier sans même s'en rendre compte, et où la victime d'hier devient la force implacable qui tient l'avenir entre ses mains. Ce moment-là est arrivé le jour où il est revenu dans mon bureau pour finaliser ce qu'il croyait être une opportunité de salut.
Je l'ai observée entrer avec cette détermination feinte, pressée, une lueur d'espoir dans les yeux, comme si le simple fait de s'asseoir en face de moi pouvait effacer les années de décadence qu'il avait traversées. Il ne savait toujours pas qui j'étais réellement, et cette ignorance, loin de me réjouir, renforçait la justesse glaciale de ce qui allait suivre. J'avais décidé que la vérité devait éclater non pas par la violence ou la colère, mais par la lumière crue d'une réalité qu'il avait volontairement ignorée. Ce jour-là, je l'ai laissé parler longuement, dérouler son projet, expliquer pourquoi il pensait que notre collaboration serait bénéfique, me montrer ses chiffres révisés, ses projections, ses plans d'expansion. À mesure qu'il parlait, je voyais les traces de fatigue se multiplier sur son visage, les marques de ces années où la vie l'avait puni à son tour. Peut-être qu'une autre femme aurait ressenti de la pitié. Peut-être qu'une autre aurait voulu tendre la main et offrir une seconde chance. Mais la pitié n'avait pas sa place ici. J'avais trop souffert, trop lutté, trop reconstruit, trop vécu avec le poids de l'injustice pour que la compassion vienne adoucir la vérité. La vengeance n'était pas mon guide, mais ma réparation. Ce que je cherchais, c'était l'équilibre, cette justice froide que la vie avait refusée pendant si longtemps. Je me suis levée lentement, j'ai contourné mon bureau, et je me suis placée devant la grande baie vitrée qui donnait sur la ville. Je l'ai laissé parler encore, sans interruption, jusqu'à ce que ses mots finissent par s'éteindre, engloutis par le silence pesant qui envahissait la pièce. C'est alors que je me suis tournée vers lui, et que, pour la première fois depuis notre rencontre, j'ai laissé quelque chose de mon passé transparaître dans mon regard. Je n'ai pas prononcé un seul mot, mais il a compris. Je l'ai vu dans la manière dont son corps s'est raidi, dans son expression figée, dans ce tremblement minuscule qui trahissait une peur profonde qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Il m'a observé comme s'il voyait un spectre, une image surgie d'un passé qu'il croyait effacé. La vérité le frappait enfin, non pas à travers mes mots, mais à travers l'évidence de ce que j'étais devenue, la femme qu'il avait détruite, debout, puissante, intouchable, et prête à lui montrer la conséquence ultime de ses actes. Ce moment fut long, silencieux, presque suspendu hors du temps. Il cherchait dans ses souvenirs, dans mon visage, dans ma posture, dans ma présence, un indice clair. Et puis je l'ai vu comprendre tout à coup, comme si une pièce de puzzle s'était brutalement enclenchée dans son esprit. Il a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi avec une incrédulité mêlée à une terreur contenue. Il réagissait exactement comme je l'avais imaginé. Non pas avec violence, non pas avec colère, mais avec ce choc profond de quelqu'un qui réalise trop tard les conséquences de sa propre cruauté. Je me suis rassis lentement, sans le quitter des yeux, et je l'ai laissé absorber la vérité. À ce moment-là, je n'avais plus besoin d'explications. Tout ce que j'avais prévu se mettait en place. Mon entreprise, mon réseau, mes alliances, mes décisions, tout convergeait vers ce point précis. Depuis des mois, je préparais une restructuration qui, sous couvert de l'aider, prenait en réalité le contrôle total de son entreprise mourante. Je n'avais pas besoin de lui dire ce que j'avais fait, les documents sur la table parlaient d'eux-mêmes. Il n'avait plus aucun pouvoir. Pas un seul. Ce qu'il croyait être une proposition de partenariat était en réalité sa propre liquidation, orchestrée avec une précision chirurgicale. Sa société, ses derniers actifs, ses derniers espoirs, tout passait légalement entre mes mains, et il ne pouvait rien contre cela. Le piège s'était refermé sans violence, sans cri, sans confrontation. Simplement avec la froideur implacable de la logique. Je l'ai vu lire les documents, lentement, ligne après ligne. Je percevais le moment exact où la compréhension s'installait dans son esprit, où il voyait que sa chute avait été scellée et qu'elle portait la signature de celle qu'il avait autrefois détruite. Ce n'était pas la ruine brutale qu'il avait orchestrée contre moi. C'était une ruine propre, administrative, irréfutable. Une ruine qui suivait la loi, les règles, et qui portait la marque de mon intelligence et de ma résilience. Il ne pouvait pas m'accuser. Il ne pouvait pas me blâmer. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder la vérité en face. Pendant qu'il lisait, je n'ai pas bougé. Je laissais le silence remplir la pièce, un silence lourd, presque sacré. Je pensais à la femme que j'avais été 5 ans auparavant, celle qui pleurait sur un lit vide, humiliée, dépossédée, mourant presque de honte et de solitude. Je pensais à toutes ces nuits où j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement,
à ces matins où je n'avais pas de quoi manger correctement, à ces moments où je croyais que la vie ne me laisserait jamais me relever. Et maintenant, j'étais là, dans un bureau qui dominait la ville, face à un homme qui n'avait jamais cru que je pourrais renaître de ses cendres. La boucle était bouclée. Il a fini par relever les yeux vers moi. Ce qu'il voyait n'était plus sa victime. Ce qu'il voyait n'était plus la femme naïve qu'il avait abandonnée. Ce qu'il voyait était la conséquence vivante de ses propres actes. Je ne lui ai pas offert de haine, pas même de colère. La vengeance n'avait pas besoin de ça. Elle avait besoin de lucidité. De vérité. De ce moment où l'autre comprend sans que rien ne soit prononcé. Je voulais qu'il parte avec cette image gravée dans son esprit, la femme qu'il avait tenté d'effacer, indestructible, debout, et ayant repris ce qu'il avait volé 1000 fois amplifié. Il a signé. Il n'avait pas d'autre choix. Sa main tremblait légèrement, mais il signait quand même, comme s'il acceptait la sentence que la vie lui avait réservée. Pour moi, ce geste n'était pas une victoire, mais la fin d'un chapitre. Une fin propre, nette, méritée. Lorsqu'il est parti, je suis restée seule dans mon bureau. La ville brillait sous mes yeux, immense, indifférente, vivante. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni remords. Seulement un apaisement profond, un silence intérieur que je n'avais pas connu depuis des années. Je savais que ma vengeance était accomplie, non pas parce qu'il avait perdu, mais parce que j'avais gagné. Parce que j'avais reconstruit ma vie, mon avenir, mon identité. Parce que rien de lui ne pouvait plus m'atteindre. La vengeance n'était pas la fin de mon histoire. C'était seulement la fermeture d'une porte que j'avais trop longtemps laissée entr'ouverte. J'ai compris, en le regardant disparaître, que je n'avais jamais voulu sa destruction. J'avais voulu ma justice. Et je l'avais obtenue. Non pas dans la violence, mais dans l'ascension. Ce jour-là, j'ai quitté mon bureau plus légère que je ne l'avais jamais été. La nuit s'étirait devant moi, vaste, silencieuse, pleine de possibilités. Je marchais comme quelqu'un qui n'a plus de chaîne, plus de poids, plus de fantômes. J'avais repris ma vie. Et, pour la première fois depuis 5 ans, je sentais l'aube se lever en moi.